Bonjour à tous, on attend peut-être une petite minute le temps que les connexions puissent se faire et puis, on va démarrer ce webinaire. Connexion augmente. Donc bonjour à tous, on est très heureux avec ma collègue Sophie Benz de Montpellier de vous retrouver pour ce webinaire de recherche paramédicale dédié à la structuration de la recherche en réseau pour ce webinaire dans l'objectif de montrer, de partager des expériences sur les possibilités et les ressources qui peuvent exister bien à toutes les échelles et pour montrer qu'en fait la recherche paramédicale ne se concentre pas qu'au niveau des CHU. Alors, vous voyez, il y aura de nombreux intervenants. On a la chance d'accueillir toute l'équipe de la région toulousaine, presque, enfin une partie, vous verrez, parce que la coordination est immense et ils vont nous détailler tout ça. Donc Muriel Tozin, qui est relais opérationnel du GIRCISO pour le CHU de Toulouse, Gaëlle Gonin-Pichon, qui est coordonnatrice paramédicale de la recherche au CHU de Toulouse, Bonjour. Amandine Posé, qui est chef de projet H2O, ils vous expliqueront ce que c'est au CHU de Toulouse, Delphine Janet, qui est cadre de santé au CH de Montauban, et Christine Pentus, qui est cadre de santé formatrice et coordinatrice d'études cliniques paramédicales au CH de Carcassonne. Alors, vous le savez, vous pouvez poser des questions directement dans le chat au fur et à mesure, et puis nous, on les relaiera à nos collègues. Et puis, je vais laisser Sophie partager peut-être son écran. Le temps, encore remercier tous les intervenants de s'être mobilisés, en plus dans un temps un peu contraint, pour permettre ce webinaire. Merci beaucoup à tous et merci à tous les connectés. Alors, Sophie, on va commencer, nous, par une petite présentation de ce que propose le GIRCISO à une échelle un peu plus grande que ce que vont proposer l'équipe toulousaine, donc au niveau de l'interrégion Grand Sud-Ouest Outre-mer. Je te laisse commencer, Sophie, peut-être. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, même depuis après des années de webinaire, j'ai encore des petits soucis techniques. J'espère que vous voyez mon écran Ouais, on va bien. partagé. Bonjour à tous. Donc oui, avec Jean, on présente quand même parce qu'on se dit depuis tout le temps, on vous parle du GIRCISO sans peut-être avoir dit ce que le GIRCISO proposait notamment aux paramédicaux. Donc voilà, quelques outils et puis un petit rappel très général pour dire mais c'est quoi, quel périmètre géographique recouvre notre GIRCI. Donc bon, déjà juste, il est financé par la Direction générale de l'offre de soins à hauteur de 4,2 millions d'euros par an et il y a 13 établissements membres, dont 10 CHU, Bordeaux, Limoges, Poitiers, Toulouse, Montpellier, Nîmes, Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Réunion, donc c'est un des plus gros GIRCI de France. Et puis 3 centres de lutte contre le cancer, à l'Institut Bergonié de Bordeaux, l'Institut Claudius Regaud de Toulouse et l'Institut du cancer de Montpellier. Donc ça représente 7 régions, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et 5 régions, 5 départements outre-mer et bientôt la Polynésie. Il y a 4 missions principales et les GIRCI, ce sont des structures ombrelles qui ont pour mission en fait de favoriser et développer la recherche, surtout plutôt recherche clinique. 4 missions principales qui sont l'animation territoriale à travers des appels à projets portés, financés à la fois par la DGOS et le GIRCI, et en même temps la possibilité des jeux, le jeu de loi, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais pour donner un peu de visibilité, d'acculturation à ce qu'est la recherche clinique. Deuxième mission, mettre en commun des compétences au sein des structures qui ne sont pas dotées de délégation de la recherche clinique et de l'innovation. Ensuite, de l'information et de la formation à travers la plateforme de e-learning et notamment 3 offres de formation, les bonnes pratiques cliniques, l'aide à la rédaction scientifique et les entrepôts de données de santé.
c'est ça? Ouais, Et tout à fait. puis les webinaires, et puis la professionnalisation de la recherche à travers plusieurs groupes de travail, la mise à disposition d'outils et la démarche, des démarches, des échanges de bonnes pratiques entre établissements sur des démarches qualité, des audits et des protocoles standardisés. Là, peut-être je te laisse maintenant la parole, Jean, sur plus spécifiquement pour les paramédicaux. Qu'est-ce Donc, vous que le dire, GIRC offre? le GIRC, alors on a parlé du GIRC SO, donc Grand Sud-Ouest Outre-mer. Il y a d'autres GIRC et à eux tous, aux 7 GIRC qu'il y a en France, il y a des outils qui sont partagés pour permettre aux paramédicaux, notamment de faire de la recherche et notamment une initiative faite par le GIRCS qui est un thésaurus des financements de projets. Donc, c'est assez facile, hein. Vous allez sur le site, vous rentrez vos mots-clés et ça vous aide à trouver des appels à projets qui pourraient vous permettre d'obtenir des financements, justement. C'est aussi, et ça c'est quelque chose qui est porté par le GIRCISO, l'accès aux licences CINAHL qui est une base de données spécialisée dans la recherche paramédicale, enfin en tout cas avec surtout des productions scientifiques issues de recherche paramédicale pour faire sa bibliographie. Donc ça, vous pouvez y accéder via vos référents des CHU et des CLCC. C'est aussi la mise à disposition des trames de protocoles types sur le site internet du GIRC pour vous aider à rédiger vos protocoles. Je sais pas si ça change pas, Sophie. Désolé, petit intermède. Non, c'est aussi bien sûr tout ce qui va être les appels à projets qui sont portés par le GIRCISO. Alors, on vous a dit, il y a des choses qui sont issues de finance, enfin, l'ensemble du GIRC est financé au national, mais le GIRC décide de mettre l'accent sur 2 appels à projets, dont un sur la recherche en soins qui est en cours en ce moment. Mais c'est aussi vous dire que tous les paramédicaux peuvent répondre à quasiment l'ensemble des appels à projets qui sont portés par le GIRC, que ce soit Respire pour les soins primaires, le PHRCI, donc Programme hospitalier de recherche clinique interrégionale, l'appel à projet interrégional thématique et puis l'appel à projet interrégional DOM. Donc, il ne faut pas se restreindre à se dire il faut attendre la PIRES pour proposer un projet. Il faut aussi oser aller vers les autres appels à projets qui sont proposés par le GIRC. Sur la mission de s'informer et de se former, vous le savez, et puis si vous êtes connecté, c'est que vous les connaissez, ou en tout cas, il ne faut pas hésiter à continuer à diffuser tout ça. On réalise environ 6 webinaires par an qui sont visibles en replay sur le site du GIRC, mais aussi sur YouTube, sur différentes thématiques. Ça peut être des approches méthodologiques, de l'organisation, des présentations de protocoles, pour diffuser cette culture un peu de recherche paramédicale. Sophie en a parlé tout à l'heure, il y a aussi les formations gratuites qui sont proposées en e-learning pour les personnes qui font partie du GIRCISO, c'est gratuit, avec par exemple les BPC, la rédaction des articles scientifiques et la formation sur les entrepôts de données de santé. Continue Sophie ou... Oui, comme la thématique là aujourd'hui, c'est quelles sont les ressources, la recherche à tous les niveaux, toutes les échelles. Ce qui fait défaut des fois et qui est ennuyeux pour les auxiliaires médicaux, c'est de se retrouver seul. Donc le réseautage et la mise en commun, c'est vraiment ce qui est très aidant. Donc il y a un groupe de travail recherche paramédicale au sein du GIRC. Puis là, vous voyez nos bobines sur la dernière newsletter avec les coordonnées. Enfin, si vous allez sur le site du GIRC, vous trouverez vos correspondants. Donc voilà, dans l'idée de que fait ce groupe de recherche paramédicale, outre organiser, enfin, se positionner sur les webinaires, c'est aussi échanger à l'occasion de plusieurs réunions, décider d'une feuille de route pour les actions prioritaires qu'on devrait mener. S'occuper d'APIRES, aussi revoir les caractéristiques de cet appel à projet, voir si on ouvre à d'autres thématiques. Enfin voilà, on passe pas mal de temps là-dessus. Puis après, rechercher des experts
des évaluateurs, et puis accompagner les porteurs de projets, que ce soit dans nos établissements ou dans les CH de proximité. Et puis aussi organiser le colloque interrégional annuel qui tourne sur l'ensemble des établissements membres. On le fait tout le temps, souvent en coordination avec l'ensemble des membres de ce groupe recherche paramédicale. Et puis le prochain, tenez ça bien dans vos agendas, il faudra prévoir un petit peu de temps. C'est le 27 novembre à l'île de la Réunion. Et puis, comme le disait Jean aussi, voilà, la recherche est à tous les niveaux et notre réseau GIRCISO, il est assez grand d'un point de vue géographique, on est nombreux, mais on collabore aussi avec les autres GIRCI au sein des 7 GIRCI pour animer et faire vivre un peu cette carte, cet annuaire un petit peu interactif où tout professionnel paramédical intéressé par la recherche ou chercheur lui-même peut déposer son profil et entrer en contact comme ça avec d'autres chercheurs en dehors de son territoire. Voilà un peu globalement pour les missions principales et ce qu'on peut faire au niveau du GIRCI. Et on va maintenant laisser la parole à toute l'équipe toulousaine et de proximité pour aborder H2O. Bonjour, je suis la première élue à présenter H2O Recherche, donc qui est notre outil, notre réseau de recherche clinique qu'on essaie de déployer sur le territoire de l'Occitanie-Ouest. Et moi, je vais en particulier vous développer un peu la genèse d'H2O, comment on est arrivé là. Et d'ailleurs, c'est grandement grâce au GIRCI. Et ensuite, Amandine présentera, on s'est mélangé les titres, mais Amandine présentera un peu les actions actuelles d'H2O Recherche, Gaëlle ensuite H2O Recherche côté paramédical, enfin on le souligne tous, et puis ensuite Delphine Janet et Christine Pentus sont des paramédicales du CH de Montauban et de Carcassonne qui vous présenteront des projets qu'elles ont déposés ou montés grâce à ce dispositif. Donc, on peut passer à la diapo d'après. Ah ben oui, c'était là, les titres, c'est là qu'ils étaient dans l'ordre. Bon, et bien donc tu peux passer à la diapo d'après, Sophie. Ok, donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, il y a un soutien en réseau à la recherche sur le territoire qui est historique depuis la création des GIRCI, qui avait défini dans sa circulaire les CHU comme tête de réseau concernant les établissements territoriaux dans leur zone d'influence. Et moi, je suis relais opérationnelle depuis 2013. Et donc, j'ai cette mission d'accompagner les centres hospitaliers qui souhaitent faire de la recherche. Et donc, il y a toujours, depuis le début, la possibilité, enfin, on accompagne les projets autant médicaux que paramédicaux. Pendant 10 ans, on a fait quasiment 10 ans, ouais. On a fait un accompagnement majoritairement sur les aspects administratifs, réglementaires, l'animation du réseau d'ARC, des ARC dans les CH qui se connaissent et qui collaborent ou qui échangent des idées, des informations. On faisait diffuser des informations sur les appels à projets, des actualités nationales. Ils ont accès aux outils qu'ont cités Sophie et Jean concernant les webinaires et les e-learning. Et donc, du coup, si on regarde l'angle d'attaque des projets paramédicaux, ça veut dire que les ARC et les paramédicaux des CH ont accès aux webinaires du groupe de travail paramédical depuis le début. Un autre des outils historiques qu'on avait mis en place, c'était un annuaire des établissements sans DRCI. Donc, c'est majoritairement les CH qui ont des pages dans cet annuaire-là. Et il avait toujours été fait l'effort qu'il y ait un référent administratif, un référent médical, mais aussi un référent paramédical depuis toujours. Après, c'est un annuaire qui était relié sur le site de la DGOS, qui, selon les années, a pris des formats un peu imbuvables, type fichier Excel avec 3000 lignes j'exagère en disant 3000 lignes, mais avec beaucoup de lignes en fonction de tous les établissements de l'interrégion qui avaient bien voulu être affichés. Donc, c'était pas le plus efficace, je pense, mais il a quand même eu le mérite d'exister. Ce
Donc voilà, donc moi, dans mon accompagnement depuis 2013, j'ai autant accompagné les questions médicales que paramédicales en termes de recherche. Et depuis toujours aussi, enfin depuis que je suis là en tout cas, il y a toujours eu le coordinateur ou la coordinatrice selon les années de la recherche paramédicale du CHU qui accompagnait les demandes pour les projets paramédicaux. Donc on a eu monté ou essayé de monter, finalement il n'avait pas été déposé un APIRES avec Castres et enfin d'autres accompagnements. Les coordonnateurs de la recherche paramédicale, ils ont été au nombre de 3-4, ont toujours très bien joué le jeu d'être l'interlocuteur des paramédicaux des CH qui souhaitaient monter le projet, mais c'était quand même pas encore dans un contexte où c'était simple pour les paramédicaux de le faire, donc on n'a pas eu énormément de dépôts. Et puis, ils répondaient avec moi au conseil sur la structuration de la recherche paramédicale, etc. Tu peux passer à la diapo d'après. Le changement de braquet, ça a été qui a amené à la création d'H2O Recherche. Il y a eu on va dire, deux déclencheurs. Un, c'est la DGOS qui a sorti une note d'information fin 2022 qui simplifiait le modèle d'entité de recherche. Et donc, les établissements des établissements différents pouvaient fusionner pour fusionner leur score SIGAP, CSY et ainsi bénéficier des financements qu'on appelle la dotation socle, qui est un financement ministériel relatif aux activités de recherche. Et comme c'était un financement qui était conditionné avec un système de seuil, très souvent les CH étaient trop petits en termes d'indicateurs et donc ne bénéficiaient pas de financement. Et là, l'intérêt de fusionner tous nos scores ensemble, c'est que ça leur a permis d'accéder à ce financement qu'ils n'avaient pas d'habitude. Mais avec cette possibilité-là, il était attendu de la part du ministère qu'il y ait une vraie stratégie territoriale derrière, une vraie stratégie commune. Donc, au-delà de juste dire on va fusionner nos scores, on a mis en place tout un système d'instances, de comités scientifiques et on essaie vraiment d'avoir une recherche dynamique territoriale grâce à cette démarche-là. L'autre chose concomitante qui a été sur l'année 2023, qui a vraiment été une année charnière sur la création d'H2O Recherche, c'est que notre directeur général, il avait d'un côté dit OK pour la création d'H2O Recherche et tous les établissements s'étaient engagés avant le 31 décembre 2022 pour faire une entité de recherche. Et en même temps, il a créé H2O, qui là n'est pas les 10 établissements qui sont généralement les établissements support des GHT de la zone d'influence du CHU Toulouse, mais vraiment les 50, c'est-à-dire les GHT au complet. Et ils se sont associés dans un réseau qui s'appelle H2O. Donc, c'est pour ça que nous, derrière, on a décidé de s'appeler H2O Recherche. Et donc, H2O, c'est 50 établissements. C'est le CHU, les GHT avec l'établissement support et tous les établissements du GHT et l'Université de Toulouse. Et leur objectif, c'est d'avoir une synergie à l'échelle du soin et à l'échelle de l'enseignement. Parce que les 3 missions d'un établissement de santé, c'est le soin, l'enseignement et la recherche. Donc, on va dire qu'H2O développe les synergies soins et enseignement, notamment sur le soin, les coopérations médicales, les égalités d'accès aux soins, etc. Et sur l'enseignement, sur l'universitarisation du territoire. Ils ont créé notamment des chefs de clinique territoriaux qui vont dans les CH et qui ont un mi-temps CHU, mi-temps CH et qui sont aussi qui vont donc faire de l'enseignement, mais aussi du coup de la recherche dans les CH. Et nous, donc on est seulement 10 établissements sur les 50 et on a la troisième mission pour développer une synergie autour de la recherche. Et donc en 2023, on a fait une première phase où on a écrit cette convention, défini notre collaboration, défini les rôles de chacun. Et puis ensuite, fin 2023, il y a eu les premières instances qui ont eu lieu. Et moi, ce qui me semblait important de pointer du doigt, c'est que tout le fonctionnement du GIRSI que j'ai pu voir dans les années précédentes a extrêmement inspiré la structuration de H2O Recherche derrière. Et du coup, Christine Lassalle n'est pas là, mais je la remercie grandement parce que c'est vraiment, je pense que si on a un réseau qui fonctionne, c'est parce qu'on a vraiment, moi j'ai vu comment un réseau bien pensé en fonction du terrain, etc., fonctionne bien. Tu peux passer à la diapositive d'après. Donc, qu'est-ce que c'est H2O? Donc, Amandine va plus vous parler des actions générales. Moi, je voulais juste vous parler comment c'est organisé au niveau gouvernance et où est-ce qu'on a impliqué les paramédicaux.
Donc, du coup, tout en haut, on a le comité stratégique qui sont les directeurs des établissements membres d'H2O, donc là, les 50, qui se voient, bon, évidemment, ils ne sont pas 50 à siéger, donc ils ne sont que 11. C'est justement les établissements support des GHT qui représentent les autres. Et donc ça, on n'a pas de créer une nouvelle instance pour H2O recherche, on a gardé le comité stratégique à H2O et c'est eux qui prennent les décisions, y compris sur les valences recherche. Ensuite, on a deux classes de coordinateurs, on va dire, pour H2O recherche. Un coordinateur administratif CHU et un coordinateur administratif CH. Donc là, actuellement, c'est la directrice de la recherche du CHU pour le CHU et la directrice de la recherche, qui gère la recherche au CH de Carcassonne, qui est la coordinatrice. Et puis sur les coordinateurs médicaux CHU, c'est Pierre Gourdy qui est le VP recherche. Et pour les CH, on a le docteur Antoine Petit-Colin et le docteur Pascal Millet qui sont respectivement au CH de Tarbes et au CH de Foix. Ensuite, si on décline vers le bas, on a créé un bureau. Alors ça, c'est vraiment une instance nouvelle, par contre, qui est vraiment ciblée pour H2O Recherche, où on a par établissement un référent administratif. Généralement, c'est le directeur qui est en charge de la recherche de l'établissement qui siège, et un référent médical par établissement. Donc, comme on est 11 établissements, le CHU et 10 CH, ça fait 22 membres. Et il y a eu un petit trou dans la raquette quand on a commencé à concevoir notre réseau qui a été compensé maintenant, c'est qu'on n'avait pas prévu de représentants paramédicaux. Donc au dernier bureau, enfin ça a été une réflexion un peu plus récente, mais on a fait acter cela au dernier bureau avec un acte de candidature. Et donc on va avoir normalement au prochain bureau un représentant de recherche paramédicale côté CHU et côté CH qui va justement donner cette voix aux paramédicaux. Et par contre, depuis le début, on a créé un comité scientifique. Alors là, même chose, on ne voulait pas multiplier les instances. Donc du coup, on a pris la DRCI du CHU Toulouse, qui est le comité scientifique à l'intérieur du CHU qui gère la recherche. Et 2 fois par an, on l'ouvre à tout le territoire et on appelle ça dans ces cas-là le comité scientifique de territoire. Et chaque CH pouvait nommer plusieurs représentants, des médicaux et des paramédicaux des différents établissements. Donc là, par contre, dès le début, il pouvait y avoir des paramédicaux s'ils le souhaitaient. Après, c'est quelque chose qui est en train de gagner, donc je pense qu'on va en avoir plus maintenant. Au début, ils n'avaient pas tous identifié des paramédicaux, mais c'est en train de venir. Et à côté de ça, ce que je voulais dire en termes de gouvernance, c'est que la DRCI, qui est donc le comité médico-scientifique qui manage la recherche à l'échelle du CHU, donc il y a 2 fois par an, c'est ouvert à tout le territoire, mais tout le reste de l'année, il y a 2 représentants de CH qui siègent. Et ensuite, le comité sur la recherche biomédicale et santé publique, qui est une instance qui gère la recherche santé à l'échelle de la ville, où il y a à la fois des sièges pour le CHU, à la fois pour l'université, à la fois pour l'INSERM et les organismes nationaux de recherche. On a aussi rajouté des représentants de CH, donc c'est assez symbolique. Tu peux passer à la diapo d'après. Et voilà, parce que du coup, ça, c'est comment c'est organisé. Et maintenant, Amandine, qui est l'animatrice territoriale de la recherche, va pouvoir vous présenter un peu les actions phares et comment on fonctionne. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, moi je vais vous présenter mon rôle sur l'animation territoriale de la recherche clinique au sein d'H2O Recherche. Donc à savoir que j'ai pris ce poste en septembre dernier, donc il y avait déjà des actions d'initier bien sûr depuis la création d'H2O Recherche en 2023, mais du coup ça s'est intensifié, on va dire avec un temps plein en plus. Diapo suivante. Alors on a du coup créé ce qu'on appelle la maison territoriale de la recherche où on développe certaines actions. Donc déjà on a mis une équipe à disposition des CH membres d'H2O Recherche, donc Muriel Tauzin qui vient de vous présenter la genèse de cette entité, donc qui est responsable opérationnelle, et moi-même coordinatrice territoriale. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment un accompagnement personnalisé de chaque CH et de chaque établissement en fonction de là où ils en sont en termes de recherche, comment ils sont chacun structurés et à quel point ils sont formés pour la recherche. Donc, on essaie vraiment de les accompagner par rapport au stade précis où ils en sont chacun. Donc, sur les réflexions structurelles également, les formations, et on essaie de les aider à animer la recherche au sein de leur établissement. Ce qu'on a fait récemment aussi, c'est qu'on
on a bien vu qu'il y a certaines compétences qui sont un peu difficiles à développer dans des CH parce qu'elles sont très coûteuses et très spécifiques. Et c'est notamment les compétences méthodologiques et biostatistiques. Donc là, le CHU leur apporte du coup ces compétences-là en collaboration avec nos unités méthodologiques, donc l'USMR et Medata CIC au CHU de Toulouse, et donc les accompagne pour les aider à monter leur projet, à faire les analyses statistiques et à pouvoir du coup déposer des projets voilà, de plus grande envergure et on va dire un peu plus développés que ce qu'ils arrivaient à faire jusqu'à présent pour certains. On a également fait un programme de formation. Alors, je vous ai mis pour exemple les derniers webinaires et formations qu'on a réalisés, mais il y en avait eu les années précédentes. Donc, on fait souvent intervenir des personnes du CHU, mais également des autres CH si c'est applicable, comme par exemple, on a fait un webinaire sur le développement de la recherche clinique paramédicale et on a fait intervenir justement des personnes des CH pour donner leur expérience dans ce domaine-là. Par rapport à l'animation du collectif en global, donc on fait des actions, on va dire personnalisées dans les CH, mais également au niveau du collectif. Donc on a mis en place fin 2025, début 2026, des groupes de travail thématiques. Donc ce sont des thématiques qui ont été définies avec les 10 établissements membres du réseau. Donc il y a le vieillissement, l'oncologie, la pédiatrie, les maladies infectieuses. Et également, on a souhaité faire un groupe de travail de recherche paramédicale, donc qui peut être sur toute thématique, mais vraiment sur cette particularité de recherche paramédicale. Et Gaëlle vous en parlera tout à l'heure. On réalise un forum donc annuel. Donc, on a fait la première édition en 2025 et la prochaine édition sera en novembre 2026, où on réunit voilà, les différents membres du réseau et également on invite les personnes qui font de la recherche au CHU pour que tout le monde puisse se rencontrer et échanger sur ces sujets de recherche territoriale. On réalise des visites avec les directions et la coordination du CHU, donc au sein des CH, également pour rencontrer toutes les équipes. On essaie de le faire une fois par an selon les agendas très chargés des directeurs. C'est pas toujours évident, mais voilà, on a à cœur de venir aussi rencontrer les équipes dans les établissements. Donc, comme le disait tout à l'heure Muriel, il y a une animation du réseau d'ARC donc, qui s'est poursuivie en continuité avec ce qui était déjà réalisé par Muriel avec le GIRSI. Donc, on le fait de manière peut-être un peu plus soutenue, mais voilà, c'est dans la continuité de ce qui était déjà fait. Et on a créé un annuaire des contacts H2O Recherche, donc avec les contacts médicaux, paramédicaux, quand il y avait des personnes référencées, les ARC des CH selon les thématiques. Ensuite, on a, dans les actions qui ont été réalisées dans les années précédentes, il y a des ressources bibliographiques qui ont pu être apportées au CH. Donc, c'est un abonnement commun à Clinical Key. Et on peut passer la diapo suivante, ce que j'ai un petit peu plus développé. Merci. Donc l'Université de Toulouse, en 2024, a pu réaliser une négociation assez intéressante pour avoir le catalogue Clinical Key, donc avec une forte réduction de moins 44%, puisqu'on était pas mal d'établissements à avoir choisi de réaliser cet abonnement. Donc en fait, l'abonnement a été proposé aux 50 établissements d'H2O. Il y a 19 établissements qui ont choisi de s'abonner, de pouvoir bénéficier de cette offre. Ce qu'on voulait souligner, c'est qu'on a aussi dans cet abonnement-là Clinical Key des revues paramédicales. Donc peut-être qu'elles ne sont pas toutes voilà, représentées, mais en tout cas, il y a un certain nombre de revues présentes. Donc c'était aussi intéressant d'avoir cette offre-là à ce sujet. Et on aura toujours la possibilité d'ajouter de nouveaux établissements dans les années à venir si par cas, il y en a qui changeraient d'avis. Ça, c'est quelque chose qui était aussi intéressant de dire peut-être au début, on
ne voit pas forcément l'intérêt, mais voilà, au fur et à mesure, on pourra étendre l'offre. Diapo suivante. Ce qu'on voulait également vous présenter, qu'on a mis en place, c'est un appel à projet qui est financé par H2O Recherche et qui vraiment a pour objectif de renforcer cette coopération territoriale qu'on essaie de créer avec ce réseau. Donc c'est un appel à projet qui s'appelle Refresh et seuls les CH membres de l'entité H2O Recherche peuvent déposer un projet à cet appel à projet. Donc ça nous permet, nous, dans nos objectifs, de développer la recherche dans les CH. Donc c'est vraiment eux qui sont porteurs des projets, qui sont promoteurs quand c'est des recherches interventionnelles et dans le but final de faire accéder aux patients du territoire des protocoles innovants à différents niveaux thérapeutiques ou non. Donc pour le champ scientifique de cet appel à projet, on a vraiment laissé ouvert à tout type de projet. Bien sûr, les thématiques prioritaires dont je vous ai parlé tout à l'heure pourront être rendre un projet, on va dire, favorable en cas d'égalité finale, mais voilà, c'est vraiment ouvert à toute thématique et aussi bien à la recherche médicale que paramédicale. Donc, c'est des projets uniquement multicentriques, vraiment pour favoriser cette coopération territoriale, il faut au minimum 3 centres d'H2O Recherche. Et au-delà des 3 centres, on pourra ajouter le CHU ou des CH, des GHT si nécessaire. Donc pour le calendrier, là, on est pour l'édition 2026 au milieu du calendrier. Donc on a eu la sélection des lettres d'intention qui a eu lieu le 6 mai. Et du coup, la phase de dossier complet qui se déroulera là durant l'été. Et le 1er octobre, on aura la sélection finale. Donc pour le jury, on a pour les LI la valence médicale du bureau H2O Recherche. Et au dossier complet, pareil, c'est le conseil scientifique avec en plus un méthodologiste qui sera présent. On a souhaité pour cet appel à projet et pour le jury une coprésidence CHU-CH également pour impliquer les CH dans cette démarche qui n'est pas forcément très habituelle pour eux, mais c'est un bon exercice. Et enfin, pour l'enveloppe, donc on a 120 000 € dédiés pour cet appel à projet cette année, avec du coup une enveloppe maximale de 40 000 € par projet. Donc on sélectionnera 3 projets. C'est bon, on peut passer. Alors là, on voulait vous montrer comment on avait impliqué les CH dans tout ce processus d'appel à projet. Donc déjà, dans la définition de l'appel à projet, ça a été réalisé en collaboration avec les membres du bureau H2O Recherche, donc où les CH sont impliqués, avec le comité scientifique de territoire également. Dans la phase de relecture et d'expertise des dossiers, donc on a 2 experts scientifiques pour chaque dossier déposé, un expert CH et un expert CHU. Et bien entendu, pour les projets paramédicaux, on fait appel à des experts paramédicaux. Donc c'est là où on voit, à force de créer ce réseau, où on a des experts maintenant bien identifiés dans les différents CH. Donc ça facilite aussi cette étape et la participation des différents paramédicaux. On a aussi du coup un expert méthodologique du CHU en phase de dossier complet. Donc pour la sélection des lauréats, comme je vous le disais, donc le jury est représenté par 10 médecins de CH. On a donc laissé la possibilité en fait à chaque établissement, à chaque représentant médical de chaque établissement, le soin de choisir selon les disponibilités et la volonté de chacun, la personne qui siégerait au conseil scientifique du Refresh, en laissant la possibilité d'avoir un représentant paramédical. Mais voilà, en tout cas pour ce conseil scientifique qui a eu lieu le 6 mai, on n'a pas eu de représentants paramédicaux. Voilà, donc c'est un petit peu le point faible pour l'instant. Donc on essaiera pour le prochain d'avoir au moins un représentant paramédical. On peut passer à la suite. Donc pour le bilan, donc ça fait 2 ans qu'on fait cet appel à projet. En 2025, donc on a eu 7 projets déposés, 3 projets ont été retenus.
Sur les 2 projets paramédicaux qui ont été déposés, aucun n'a été retenu au final, mais comme vous le voyez, en 2026, ce sont les mêmes qui ont été redéposés. Donc en 2026, on a eu 8 projets déposés, il y a eu 6 lettres d'intention sélectionnées, dont les 2 projets paramédicaux donc, qui ont été sélectionnés pour cette phase de dossier complet. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, là on en est du coup à la phase de sélection des lettres d'intention et les dossiers complets seront voilà, à rendre avant l'été pour qu'on puisse faire la sélection finale début octobre. On voulait vous faire un retour d'expérience aussi sur ces 2 premières éditions parce qu'il y a forcément voilà, des choses qui ont évolué entre la première phase en 2025 et celle-ci. On avait eu en 2025 un appel à projet qu'on avait réalisé directement sur dossier complet. Donc ça avait été assez compliqué au final pour les CH de réaliser d'emblée un protocole complet, un budget, etc. Donc là, cette année, on a décidé de faire un appel à projet un peu plus classique, si on peut dire, en 2 étapes avec une phase de lettre d'intention et de dossier complet. Donc les délais ont été forcément rallongés, ce qui facilite, je pense, pour les équipes de terrain de pouvoir bien travailler les projets. Ce qui a été souligné aussi, c'est un besoin d'encadrement supplémentaire pour la construction du projet, notamment pour la conception du budget où c'est pas forcément un exercice habituel dans un CH. Donc ce qu'on a décidé également pour cette 2e édition en 2026, c'est déjà d'avoir un accompagnement méthodologique sur les lettres d'intention retenues, puisqu'il n'y avait pas eu d'accompagnement méthodo sur l'édition 2025. Et du coup, ce qui ressortait souvent comme remarque, c'était surtout des remarques méthodo sur les projets qui n'avaient pas été retenus l'an dernier. Et un accompagnement également des monteurs CHU pour notamment la réalisation du budget. Ce qui a été un point positif, c'est que vraiment ça a permis de faire une bonne coopération entre les CH, donc pour proposer les études aux uns et aux autres et pour arriver à avoir ce nombre minimum de 3 CH par projet, donc avec une bonne coopération des ARC dans les CH qui se connaissaient déjà, mais qui ont justement pu utiliser ces connaissances-là pour pouvoir élaborer ces projets multicentriques, ce qui n'est pas forcément évident. Et ça a vraiment créé une émulation positive voilà, de la recherche dans le territoire. Par rapport aux recherches en psychiatrie, c'est un peu particulier parce que sur les 10 CH, on a 2 CH qui font de la psychiatrie, donc forcément, ça rentre moins dans le cadre de cet appel à projet. Donc on avait du coup décidé que pour cette thématique, s'ils n'atteignaient pas le nombre de 3 CH d'H2O recherche, forcément, ce n'était pas possible, donc ils pouvaient quand même déposer. C'était un petit peu le cas particulier et du coup, voilà, on a réécrit un peu le cahier des charges pour qu'ils puissent quand même déposer des projets. Là où on était content, c'est que la recherche paramédicale était quand même représentée, donc 2 projets sur 7 en 2025 et 2 sur 8 en 2026, donc c'est un bon score. On espère cette année que peut-être au moins un des 2 sera sélectionné au final, mais ça veut dire que voilà, même pour la recherche paramédicale dans les CH, il y a quand même voilà, une bonne dynamique. Et sur le conseil scientifique, comme je disais tout à l'heure, donc il nous manque encore un représentant paramédical et on fera, voilà, on essaiera de faire en sorte que voilà, ce soit corrigé pour les prochains conseils scientifiques parce que ça peut être tout à fait pertinent au vu des projets déposés. Et donc, je laisse la parole pour la suite à Gaëlle. Est-ce que je peux faire un petit ajout d'information? Ah bah, tu peux, vas-y, j'ai peut-être oublié quelque chose. Non, pas du tout, mais c'est juste parce que j'en profite parce que là, on est sur l'échelon GIRSI, d'informer qu'au moment de la recherche des experts, il y avait un projet qui était connu par, enfin, tous les CH étaient impliqués, C'est donc vrai. un médecin CH n'aurait pas été neutre. Et donc, grâce à l'existence du GIRSI et de ce fameux réseau on connaissait aussi tous les CH de l'interrégion, donc j'ai sollicité le CH de Pau et l'année dernière, j'étais en galère sur une thématique type dermato. Il n'y en a pas dans tous les CH de notre zone à nous, donc j'avais interrogé Béziers. Donc ça, c'est quand même
une force d'avoir ce niveau interrégional en plus. Et j'ai oublié ma deuxième remarque, alors je ne la dirai pas. Je viens de la perdre. Désolée. Bon, merci Muriel. Si jamais ça te revient, écoute, on te redonnera la parole. Merci Amandine. Je voulais aussi remercier le GIRSI à travers Jean Toniolo et Sophie Benz qui nous donnent l'opportunité de vous présenter l'entité H2O Recherche. Donc, H2O, je ne sais pas si on l'a dit, mais ça veut dire Hôpitaux d'Occitanie-Ouest. Donc, vous avez déjà vu plusieurs intervenants. Muriel Tauzin, qui est le relais opérationnel, donc l'interface entre le GIRSI et le CHU, et qui est accompagnée maintenant d'Amandine, qui est chef de projet sur Hôpitaux d'Occitanie-Ouest, pour l'interface CHU-CH et l'animation d'Hôpitaux Occitanie-Ouest. Alors moi, je voulais commencer. Moi, je suis Gaëlle Gonin-Pichon, je suis coordinatrice de la recherche paramédicale et je voulais commencer un peu par me situer. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, Sophie? Voilà, donc au sein du CHU, en fait, on a 4 grosses entités. La direction de la recherche et de l'innovation. On a la délégation de la recherche clinique et de l'innovation qui est un peu le conseil scientifique de la DRI, c'est-à-dire que c'est là où sont réunis un peu tous les experts. On a nos structures d'appui. Muriel en a parlé, des unités méthodologiques notamment. Et puis, la coordination paramédicale de la recherche en soins au CHU de Toulouse, elle est sous l'égide de la coordination générale des soins. Et donc, nous occupons ces missions avec Nadia Peoc, qui est directrice des soins. Donc voilà, c'était plus facile avec une image de vous montrer comment on était organisé et d'où je vous parlais. On peut passer à la diapo suivante. Donc, dans notre projet de soins, diapo suivante, tu peux passer à la diapo suivante. Encore l'autre, c'est ça? Ouais. Parce que là, je vois, OK. Vas-y. Dans notre projet de soins, en fait, la mesure 2 fait partie complètement des missions, rejoint complètement les missions d'Hôpitaux Occitanie-Ouest, puisqu'elle vise à promouvoir nos partenariats et la recherche en soins hors les murs, c'est-à-dire au-delà du CHU de Toulouse. Diapo suivante. Ou pas, on n'a plus de diapo suivante. Ah, voilà, c'était ça et ça. Merci. Donc, pour vous situer notre GHT, nous on appartient au GHT Haute-Garonne et Tarn-Ouest. Donc, nous déjà, on représente 6 établissements publics, le GHT du CHU. Vous voyez, c'est ce qui est un peu plus foncé, là, qui va jusqu'aux Pyrénées. Et puis, hôpitaux d'Occitanie-Ouest, H2O Recherche, là, ça représente 10 hôpitaux support pour 9 GHT. Donc, vous voyez, on a même une partie de l'Aude avec Carcassonne qui fait partie d'hôpitaux Occitanie-Ouest. On peut passer à la diapo suivante. Alors, pourquoi moi, je vais vous parler un peu plus précisément du groupe de travail paramédical au sein d'hôpitaux d'Occitanie-Ouest et pourquoi on a souhaité créer ce groupe de travail. Donc, le constat que j'ai pu faire en 2025, notamment avec le lancement de Refresh, c'est que certes, il existait cette entité, mais on avait peu de représentants paramédicaux et on a vu qu'il y a une évolution qui est vraiment en marche. Et on avait surtout, moi j'avais, en tant que coordinatrice au CHU, j'avais peu de connaissances d'interlocuteurs paramédicaux sur les CH. Et quand on veut structurer, quand on veut commencer à faire de la recherche multicentrique et qu'on veut aller chercher en proximité, parce que c'est quand même plus facile de communiquer quand on est proche, il n'y a pas que les visios, dans la vie, il y a aussi le fait d'aller rencontrer les gens. Il nous manquait en fait, des contacts. Donc on avait un réseau d'ARC et qu'on a toujours, qui est très bien structuré et qui est animé depuis des années par Muriel, comme elle a pu le dire. Mais c'est vrai que sur les paramédicaux, on avait du mal à identifier les ressources et les personnes qui allaient pouvoir être relais ou qu'on allait pouvoir solliciter lorsqu'on voulait déployer des projets de recherche sur plusieurs centres. Donc, est venue l'idée de créer ce groupe de travail pour appuyer la création d'un collectif EMI régional. Et puis, le souhait, c'était bien sûr d'accompagner aussi la structuration de la recherche paramédicale dans les CH, en demandant pour la participation au groupe de travail d'avoir un référent paramédical par CH, et puis aussi en mettant en place une co-animation,
puisque Amandine et moi ne sommes pas seuls à animer ce groupe de travail paramédical. Christine Pintus, qui présentera également les projets qu'elle a pu mener au CH de Carcassonne, co-anime avec nous ce groupe de travail paramédical. On peut passer à la diapo suivante. Donc, quels étaient les objectifs de ce groupe de travail? Les premiers, tout simplement, c'était de se connaître. C'était de se connaître et pour ça, nous, on est passé par la technique du groupe nominal, c'est-à-dire qu'on a posé une question, on a demandé lors du deuxième groupe comment on va poser notre objectif. On leur a dit quelles sont vos attentes et celles de votre établissement concernant les missions et les apports du groupe H2O, du groupe de travail paramédical. Et ce qui est revenu, c'était ces trois axes, globalement. C'était le besoin d'information, le partage de connaissances, de ressources, savoir quel congrès il existait, quelle formation on pouvait suivre pour se former à la recherche. Et puis, on a créé aussi une petite rubrique, et ça, c'est Amandine qui l'a créé, une petite rubrique News des CH, où on peut partager ce qu'on va mener dans son CH et inviter les autres CH à participer. Donc ça, c'était, du coup, c'est un de nos premiers objectifs, c'est d'informer. Ensuite, l'autre objectif, c'était de soutenir et de sensibiliser. Déjà, sensibiliser en demandant à la structure d'identifier un référent paramédical qui va participer au groupe de travail, et puis soutenir en proposant de venir au sein des structures pour former, notamment la première étape que l'on va faire, c'est former les cadres de santé. Et Christine Pintus, lors de notre prochain groupe de travail, va aussi présenter comment elle, au CH de Carcassonne, elle a structuré et sur quels éléments elle s'est appuyée pour pouvoir développer la recherche paramédicale. Et puis, le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est de réseauter. Réseauter, c'est-à-dire développer des axes de recherche communs, ce qu'on n'a pas encore fait, mais qui reste un de nos objectifs principaux. D'avoir une réunion en présentiel par an, et Amandine a parlé du forum qui est organisé à la fin de l'année. On espère, et on est même sûr, on va le faire, pouvoir présenter un projet paramédical lors du forum Hôpitaux d'Occitanie-Ouest. Et puis, réseauter, pourquoi? Pour répondre à des appels à projets, et Delphine Janet et Christine Pintus vous le présenteront juste après. On peut passer à la diapo suivante. Ah oui, j'avais remis tout ce dont vous aviez parlé, c'est-à-dire les ressources, aussi bien d'Hôpitaux Occitanie-Ouest, c'est-à-dire notamment Clinical Key, mais aussi toutes les ressources dont Jean nous a parlé. Donc c'est une redite, mais c'est pour dire qu'on a parlé au sein de ces groupes de travail des webinaires, de Sinal, des formations, et puis du réseau ICARE, pour citer les principaux. Alors maintenant, quels sont les enjeux du groupe de travail paramédical maintenant qu'il est lancé? C'est de poursuivre l'accompagnement. Par exemple, maintenant qu'on commence à identifier de mieux en mieux des représentants paramédicaux au sein des CH et définir un peu leur champ d'expertise, comme l'a dit Muriel, on va sûrement aussi aller vers des sollicitations pour des expertises scientifiques auprès de ces CH. On va étendre la représentativité au sein des instances d'hôpitaux Occitanie-Ouest Recherche par une présence au sein du conseil scientifique et par une représentation au sein du bureau. Et puis, on va essayer d'accompagner à la légitimité, parce que souvent les paramédicaux ne se sentent pas légitimes sur un positionnement, des fois où ils ont besoin d'être encouragés, d'être soutenus, d'être guidés. Et le but de ce groupe de travail, c'est aussi de montrer qu'il y a des belles réussites, que des projets paramédicaux sont menés, sont financés, que ce soit par des financements qui soient locaux, que ce puisse être des fondations interrégionaux ou émirégionaux. Donc, comme l'a dit Amandine, on espère cette année avoir au moins un de nos 12 projets paramédicaux qui seront financés à l'appel à projet Refresh.
Et puis, le but, c'est de poursuivre cette politique d'aller vers. Hein. Le CHU va vers les paramédicaux, vers les chercheurs paramédicaux. On n'attend plus que les CH et que les chercheurs des CH viennent nous solliciter. Le but, c'est réellement de mettre un réseau en place pour qu'il y ait beaucoup plus d'interaction dans le sens CHU, CH au niveau paramédical, puisqu'on a vu qu'elle existait déjà, guidée par Muriel, mais on essaie vraiment de le mettre en place au niveau des paramédicaux, en rendant visibles les ressources qu'on met à disposition, c'est-à-dire les ressources méthodo essentiellement, et puis en accompagnant la structuration. Alors, je vais passer la parole à Delphine Janet et Christine Pintus, qui, elles, vont vous expliquer comment elles ont mené leur projet, soit en totalité avec l'accompagnement d'Hôpitaux Ouest Recherche, soit d'abord sans et ensuite après, et qui vont vous expliquer ce que ça a changé pour elles, cet accompagnement. Peut-être si tu veux bien, Gaëlle, et merci déjà pour vos interventions, voir s'il y a des questions dans le chat, parce que c'est vrai, Gaëlle, tu dois nous quitter. Oui, c'est vrai. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, si vous n'en avez pas, je veux juste vous dire que c'est incroyable ce que vous avez fait. Hein. C'est vraiment la ténacité, on le voit, mais c'est super parce que la coordination est immense. Moi, j'ai envie de vous dire, bon, ben, est-ce que vous pensez que c'est réplicable partout? Est-ce qu'il y a des gaps, enfin des choses, des erreurs qu'on pourrait éviter pour faciliter ça avec les CH autour de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser ça? Enfin, voilà, en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en synthèse, ou qu'est-ce que vous pourriez conseiller en synthèse toutes les trois là sur ce type d'organisation? Ouais, je vais répondre conjointement avec Amandine et Muriel. Je pense que Muriel a beaucoup de choses à dire parce qu'elle, elle a vraiment été là depuis les débuts. Moi, je me suis beaucoup appuyée sur une structure qui était déjà existante en me disant, mais là, il y a vraiment il y a une aubaine, quoi, il y a une opportunité à saisir. Il faut que les paramédicaux s'emparent de ce qui est en train de se créer. Et surtout qu'on ne passe pas à côté. Et là, je reviens sur cette idée de légitimité en se disant que peut-être c'est pas pour nous. Donc vraiment, moi, j'ai plutôt saisi le train en marche en me disant qu'il fallait surtout pas le louper. Et je vais laisser la parole à Muriel et à Amandine qui, elles, ont une vision un peu plus large sur qu'est-ce qui a été décisif. Mais je crois que c'est la volonté institutionnelle qui a été décisive dans cette construction. Ouais, vas-y, tu veux y aller, Muriel? Tu veux commencer? Non, je t'en prie. Ok. Effectivement, moi, je trouve que du coup, comme cette mission d'animation territoriale, je la fais depuis plus de 10 ans, voire 13, la volonté DG a tout changé quand même. Je suis arrivée j'avais cette mission-là, j'animais comme je pouvais. Le cordeau paramédicaux côté CHU ont toujours été super impliqués et soutenants pour les CH qui venaient vers nous. Mais le fait qu'on ait un DG qui soit d'accord pour qu'on fasse une entité et que du coup, on crée vraiment des instances communes qui nous ont permis de vraiment passer la marche de la collaboration, plus le fait que du coup, grâce à ce financement dégagé de la dotation de socle par les CH, ils ont accepté de mutualiser une partie de leur financement pour créer le poste d'Amandine et pour financer cet appel à projet, etc. Ça a permis. Alors, du coup, il y a la volonté DG qui est essentielle, il y a l'accession des moyens, évidemment, du coup, grâce à cette dotation socle et les CH, et c'est pas forcément facile pour eux d'accepter l'idée qu'ils vont mettre en commun et qu'ils vont pas avoir tout ce qu'ils pensaient avoir pour eux, mais ils ont quand même compris la logique. Moi, ce que je peux aussi dire, c'est quand même que le GIRSI, vraiment, je le redis, moi, ça a été un modèle dans lequel j'ai grandi et j'ai quand même beaucoup dupliqué de fonctionnement du GIRSI. Donc ça, c'est pour ça que dans un sens, nous, on est dans un GIRSI qui est hyper dynamique. J'ai pas trop de mal à me dire que les relais opérationnels des autres chutes, type Montpellier, Bordeaux, Limoges, pourraient dupliquer le système. Il y a une grosse importance aussi parmi la question de gens sur les choses à éviter ou les choses à
à valoriser, c'est qu'il faut un besoin dans les CH. Il faut faire attention à répondre à leurs besoins. Parce que moi, par exemple, je leur diffuse des appels à projets depuis le début, mais en fait, ils en étaient tellement loin que c'était vraiment pas ça qu'ils avaient d'abord besoin. Mais par contre, le fait que les ARC maintenant fassent des réunions entre elles, qu'elles se connaissent, que parfois celle d'Auch, j'étais allée voir celle de Tarbes, comment elle travaillait. Donc c'est vraiment répondre aux besoins des CH et avoir des CH avec quand même déjà des ARC en place. Parce que là, ça crée, elles sont très en demande parce qu'elles sont assez isolées. Et du coup, des directions de ces arcs-là qui ont bien compris l'intérêt et qui sont OK. Donc là, effectivement, selon les directeurs des établissements, il y en a qui ont bien compris la recherche, d'autres un peu moins. Il faut faire pédagogie plus, plus, plus. Et donc là, c'est important d'avoir un directeur de la recherche chez nous qui est aussi pédagogue et qui prend son petit bâton de pèlerin et qui vient leur expliquer tout ça. Donc, moi, j'ai pas de problème à imaginer que c'est. Enfin, pour moi, le modèle est vraiment réplicable, hein, en tout cas. Et pour les paramédicaux, alors, ah oui, c'était ça que je voulais souligner en plus, c'est que ça, par contre, depuis le début, les CH ont bien compris que la recherche paramédicale, c'est faisable dans un CH. C'est pas des essais médicaments avec des trucs très très compliqués, avec des machins pharmaciens qui vont être compliqués, etc. Donc ils ont tous un discours de ça serait bien qu'on la développe, mais ils sont un peu tous perdus aussi. Et puis tous ces enjeux qu'on a à l'échelle de nos filles aussi sur est-ce que le cadre est d'accord, est-ce qu'il a bien accepté que son paramédical fasse de la recherche en plus, comment on va faire vis-à-vis du budget s'il n'a pas de temps en plus, etc. Ils ont le même, et là par contre, ils ont déjà à notre échelle, vous voyez sur les flux, mais là l'acculturation, elle est encore plus nécessaire. Et là, on a des marches encore on a des essais à transformer encore. Amandine, je te laisse rajouter. Oui, ben moi c'était surtout oui, par rapport aux paramédicaux, le gros frein de départ, c'était justement la légitimité, comme le disait Gaëlle, très franchement, moi c'est ce que j'ai ressenti des échanges avec les équipes des CH. Malgré qu'ils avaient tous la volonté justement de développer cette recherche paramédicale, ils ne savaient juste pas par où commencer, en gros, et aussi se former. Donc c'est sur ça, nous, on essaie déjà de les aider, de vraiment les former à la recherche, à la méthodologie, à qui contacter. Et avec ce groupe de travail, je pense que maintenant, ils arrivent à se créer un réseau et à se contacter les uns les autres quand ils ont des questions. Je sais que Christine Pentus du CH de Carcassonne a déjà été contactée par l'infirmier de Rodez parce qu'il avait des questions sur comment elle avait structuré la recherche. Donc, ça commence à prendre. Mais le début, ce qui était compliqué, c'est d'avoir un représentant paramédical par CH. Ça a été quand même une grosse étape à franchir parce que même s'il y avait des gens intéressés, personne n'osait trop franchir le pas d'être ce représentant, ce référent. Voilà, ils étaient tous un petit peu frileux du temps que ça va prendre parce qu'ils n'ont pas forcément du temps pour la recherche, etc. Donc voilà, c'est ces petites étapes à franchir où il faut les rassurer et un peu faire de la pédagogie quoi au départ. Et maintenant, ça commence à prendre. Mais oui, l'étape première, c'est vraiment de leur dire que s'ils peuvent faire de la recherche et que voilà, et qu'ils auront un accompagnement. Donc voilà, c'est un peu les premières étapes à faire. Moi, je voulais juste annoncer deux choses. Je pense que, Amandine, je pense qu'on peut dire que le groupe de travail paramédical, c'est le plus dynamique au sein d'Hôpitaux. On peut le dire sans aucun problème. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est comme Muriel, je ne m'en souviens plus. On fera une liste des deuxièmes choses. Non, la première chose, c'était sur ça. Et la seconde, que je n'ai pas notée, je ne m'en souviens plus. Bref, c'est pas grave. C'est surtout celui-ci, ouais, le fait que le groupe de travail, il était vraiment dynamique. Et sur le référent paramédical, on n'a pas encore réussi à en avoir un dans tous les CH, mais les gens nous contactent, ils nous ont identifiés, ils nous disent oui, bon, à partir de septembre, je serai disponible. Oui, pareil. Là. Il y avait quelques CH qui n'étaient pas encore, voilà, ils n'avaient pas encore de représentants, mais à force, et les ARC participent quand même au groupe de travail, donc je pense qu'elles font aussi passer le message que c'est un groupe dynamique, qu'il y a plein de choses qui sont dites, qui se passent, et voilà, pour essayer de motiver aussi les paramédicaux chez elles, quoi. Donc, on n'a que 4 mois d'existence, mais on se débrouille bien. Voilà. Je voulais rajouter que, par contre, la question n'a pas été posée, mais peut-être qu'elle est dans le fond de tête de certaines personnes. Par contre, il n'y a pas du tout de concurrence avec le groupe de travail du GIRSI. À l'inverse, en fait, c'est hyper complémentaire. Vous amenez
une profondeur de sujet dans vos webinaires sur les projets lauréats. Enfin, il y a plein de sujets, quand je regarde l'historique de vos webinaires, qui sont une source infinie pour eux d'information et de formation à la recherche. Et du coup, nous, on est là pour dynamiser, mais vous êtes source d'information et c'est vraiment des choses qui sont très complémentaires. Il ne faut pas le voir comme mais qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va apporter de plus que celui du GIRSI. Ah oui, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est important la direction qui cherche la recherche dans le CH. C'est-à-dire, justement, notre premier webinaire paramédical, on a fait de février, on a fait témoigner le CH de Charles Perrins. Donc, je donne un exemple symbolique parce qu'il ne vient pas de notre interrégion. Et eux, ils ont une direction qui porte la recherche, y compris paramédicale. Et donc, on a vraiment une intervention à 2 voire 3 voix entre celle qui est l'ARC, mais qui coordonne et qui porte la recherche à l'échelle de l'établissement, une ergothérapeute qui, elle, a monté son projet et qui s'est vraiment sentie soutenue dans ces étapes-là par rapport au fameux « comment je commence ». Elle avait une direction qui était déjà organisée autour de la recherche. Et je ne sais plus trop la troisième personne, je pense qu'elle fait plutôt un peu les aspects méthodaux, il me semble. Enfin, c'était un joli trinôme et qui marche bien. Tu te rappelles, Amandine, de la troisième personne, son rôle? J'allais juste intervenir que non, je ne m'en rappelais pas. Mais enfin, voilà, il n'y a pas que à Toulouse. Ouais, je vous remercie. C'est vrai de préciser que il y a plein de petits groupes à différentes échelles qui ne se font pas concurrence et qui sont utiles parce que je pense que la proximité aussi, comme tu le soulignais aussi, Gaëlle, de dire tu peux aussi te déplacer, te voir en vrai, c'est aussi quelque chose d'important et je pense qu'on peut puiser à tous les niveaux des ressources un peu différentes. Et je pense qu'il y a une utilité et pas une concurrence. On pourrait dire, ah bon, on mutualise tout, on a tous la même information. Mais non, je pense qu'il y a des spécificités aussi des fois, ou territoriales, ou locales, ou des problématiques de santé qui sont différentes des organisations. Donc, je pense que c'est très bien de préciser que c'est complémentaire. On ne souhaite pas perdre les participants pour ce webinaire à dire, on ne sait plus vers où aller. Identifier les référents et puis ensuite pouvoir se raccrocher, quel groupe sera plus soutenant, quelle personne ressource à ce moment-là, et puis aller voir plus haut, ou enfin affiner la granularité des ressources pour être aidé. Mais ouais, merci pour cette présentation, c'est très inspirant. Et voilà, un grand merci. Je vais vous laisser avec les présentations de Delphine et de Delphine Janet et de Christine Pintus, que je regarderai en replay, parce que je rappelle que le webinaire sera disponible en replay. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Le webinaire à tous. Oui, bonjour, donc je suis Delphine Janet, cadre de santé en nuit. J'exerce au CH de Montauban. Et ce que je vous propose ici, c'est de vous retracer la construction du projet Nocine, le projet que je porte à travers les versions soumises entre 2025 et 2026. Donc, je vais vous présenter comment une expérience de terrain s'est progressivement transformée en travail de recherche. Donc, lorsque j'ai commencé à travailler de nuit et à rencontrer les équipes, j'ai observé que certaines infirmières se retrouvaient en tension, voire en stress, dans la gestion de l'unité. Ce stress était particulièrement perceptible face à la responsabilité portée la nuit dans la prise en charge des patients, avec une organisation reposant principalement sur un binôme AS-IDE, seul à gérer l'unité. Donc, de cette observation, c'est cette observation-là qui a constitué l'élément déclencheur à mon travail de recherche. Donc, j'ai remarqué que ces professionnels concernés étaient souvent des infirmières travaillant principalement en contrat alternant jour-nuit, ou alors des jeunes diplômés, ou encore des infirmières nouvellement arrivées dans la spécialité. Donc, bien sûr, elles n'étaient pas affectées de nuit, enfin en travail de nuit sans prérequis. Elles y accédaient lorsqu'elles étaient considérées comme autonomes,
dans leur exercice de jour. Mais justement, cette situation m'a amené à questionner ce que l'on entend réellement par autonomie. Donc, progressivement, un questionnement s'est imposé. Est-ce que être autonome de jour suffit-il réellement pour être préparé au travail de nuit? Donc, j'ai fait quelques recherches pour monter ma biblio et j'ai pu constater que le travail de nuit à l'hôpital était peu étudié. Il relève de problématiques organisationnelles, professionnelles et personnelles spécifiques, dépassant la simple transposition du jour à la nuit. Donc, à partir de ce constat, j'ai commencé à écrire le projet donc, sur le 3e trimestre 2024. Donc, j'avais une question issue du terrain, une envie de la transformer en projet de recherche, mais les freins initiaux, c'était d'une part, j'ignorais quels étaient les appels à projets qui existaient et sur lesquels je pouvais soumettre mon projet. Je ne savais pas comment répondre à un appel à projet. Je ne savais pas quel choix du protocole était le plus pertinent parce que bon, j'étais quand même orientée vers une recherche qualitative, mais est-ce qu'il fallait faire du quanti en même temps ou comment le construire du moins, comment rédiger une lettre d'intention et son protocole selon les attendus méthodologiques. Donc, de là, j'ai essayé de voir comment je pouvais me structurer pour élaborer tout ça. J'ai constaté que j'avais pas ou peu de ressources en interne sur mon CH. Je n'avais pas de réseau et je ne connaissais pas les interlocuteurs possibles ni les attendus institutionnels. Donc, dans cette première phase, le premier appui décisif dans lequel j'ai pu bénéficier, c'est la coordination des soins du CHU Toulouse qui m'a accompagnée sur ce premier niveau et qui a été très important. Concrètement, j'ai bénéficié de l'accompagnement méthodologique par Gaëlle Gonin-Pichon que nous avons vu précédemment et Nadia Péoc. J'ai eu aussi un appui complémentaire qui a été apporté par Cécile Gaucher auprès de la DRI qui m'a aidé à élaborer la partie budgétaire. Et cet accompagnement m'a permis de rédiger une première version du protocole NOCIN, notamment pour répondre à ce premier appel à projet Refresh de 2025. Pour moi, cette étape a été essentielle parce qu'elle a permis de transformer une idée issue du terrain en objet de recherche. Donc pour le dire autrement, avant la création de la structure H2O Recherche, il y avait déjà des personnes ressources et une réelle volonté, comme ça a été déjà dit, d'aider les centres hospitaliers à entrer dans la recherche. Mais l'accompagnement, enfin moi de mon point de vue, comme je l'ai vécu, bien qu'il soit bienveillant, c'est pas. Mais cet accompagnement reposait sur une diversité d'intervenants. Il fallait comprendre qui intervenait sur quoi, parce que moi j'étais complètement novice dans ce travail. Donc il fallait savoir identifier qui intervenait, sur quoi, quels étaient les bons relais et surtout avancer dans un environnement qui n'est pas simple quand on n'en maîtrise pas les codes surtout. Voilà, c'est d'autant plus sensible que dans le cas d'un projet, là pour le coup, Refresh, c'est un projet qui doit se construire avec d'autres centres, c'est un projet multicentrique. Donc, il est nécessaire de repérer les bons interlocuteurs dans chaque structure pour pouvoir les solliciter efficacement et faire avancer le projet de manière coordonnée. Donc, autrement dit, l'accompagnement existait, mais il restait encore à rendre son accès plus lisible et plus simple, parce que malgré tout, ça demande beaucoup d'investissement et de temps. Donc, bon, pour avoir une petite anecdote déjà, en tant que novice, quand j'ai voulu accéder à la plateforme JIRSI, je me suis inscrite tout simplement avec mes identifiants et je pensais que j'allais pouvoir avoir accès à toutes les ressources. Et puis, j'ai mis du temps à comprendre que finalement, il fallait une prévalidation de la DRI, en l'occurrence, moi, celle de Toulouse. Et clairement, je n'avais pas suffisamment compris ou ce n'était pas suffisamment clair, je ne peux pas trop dire, quel était le fonctionnement du dispositif. Donc, vraiment, on tâtonne un peu, on cherche. On a du moins à le voir avec un peu de hauteur quand on démarre. Donc, ça paraît un peu complexe quand on accède.
Et bon, ça reste anecdotique, mais ceci dit, quand on a les bons identifiants et qu'on a la validation de la DRI, je confirme et je tiens à souligner que le site de GIRSI est vraiment très complémentaire et aidant pour comprendre tout ça. Sur la slide suivante, donc du coup, ce que m'a apporté H2O Recherche, puisque pour moi c'est un changement important. Cette structuration m'a permis d'avoir un accès possible à des unités de méthodologie, ce que j'avais pas précédemment. C'était Gaëlle et Madame Péoc qui m'avaient accompagnée dans cette démarche. Mais là, pour 2026, j'ai pu bénéficier de l'aide de l'USMR, qui est rattaché au CHU de Toulouse et qui a été notamment marqué par l'arrivée d'Amandine en tant que coordinatrice de recherche territoriale au mois de septembre. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu le sentiment que l'accompagnement changeait de nature. On ne se situait plus seulement dans un soutien ponctuel ou réparti entre plusieurs personnes, mais dans une coordination plus visible, plus lisible et continue. Amandine a pris le relais sur ce qui avait déjà été initié. Surtout, elle a joué un rôle de mise en lien entre les ressources disponibles. Quand on porte un projet, on n'a pas seulement besoin d'une expertise, mais on a besoin aussi d'un chemin d'accès à cette expertise. Si je devais un peu résumer mon parcours là où j'en suis actuellement. Et donc, comme je le disais là précédemment, c'est dans ce cadre-là que j'ai été orientée vers l'USMR. J'ai pris contact avec le médecin méthodologiste Jason Souric, qui est vraiment un interlocuteur privilégié, qui sécurise la qualité scientifique et la méthodologie de notre projet. Donc, c'est pourquoi la présence d'Amandine comme chef de projet identifié est essentielle. Parce qu'elle est dans sa capacité de coordonner, d'orienter et de faire du lien. Elle rend l'avancée du projet beaucoup plus concrète avec une proposition sur les stratégies à construire pour répondre aux attendus spécifiques des différents appels à projets auxquels on peut répondre. Donc, dans ce cas, cela s'est traduit par une évolution de mon projet parce que même si on n'a pas été financé l'année dernière, on l'a représenté et ça a été un point important parce que malgré tout, il faut pas ça. Enfin, quand on se lance là-dedans, c'est quand même du travail. Donc, je ne me voyais pas arrêter. Je trouvais que c'était dommage. Donc, je tiens à dire quand même qu'un projet qui n'est pas financé, c'est pas forcément un projet arrêté. Ça permet de construire. Il faut tenir compte des avis qu'on a, des expertises, et puis de venir l'étoffer et l'enrichir pour une prochaine soumission. Donc, grâce à cet accompagnement, les retours d'expertise ont servi à revoir la méthodologie, à renforcer la construction du protocole et à consolider le projet au lieu de l'interrompre. Nous avons donc cette fois-ci répondu en fin d'année au PHRIP 2025. Bon, certes, c'était un peu tardivement, ce qui ne nous a pas laissé le temps de structurer la LI, la lettre d'intention, selon les conseils de Jason Souric et de Nadège Costa, qui est l'économiste en santé, qui travaille au sein de l'unité d'évaluation médico-économique du CHU et que j'avais sollicité en novembre 2025. Voilà, donc selon leurs préconisations, ils m'ont proposé de structurer le projet en 2 étapes. Donc, c'est aussi en ça que H2O Recherche est aidant dans l'évolution de mon projet, parce qu'il nous donne un peu des directives, des lignes de conduite qui sont constructives et qui vont, j'espère, nous aider à trouver des financements pour mener à bien cette recherche. Donc, ils m'ont proposé de le structurer en 2 étapes. D'abord, répondre à des appels à projets de plus petite envergure, tel Refresh ou Apires. C'est pour ça que cette année, on a déposé la lettre d'intention sur ces 2 appels à projets, afin de développer la phase qualitative de l'étude qui est dans l'idée de concevoir une formation. Et dans un deuxième temps, si on arrive à trouver ce financement et construire cette formation, de déposer un autre appel à projet de plus grande envergure, de type national, un PHRIP, un ANR,
pour évaluer de manière quantitative l'efficience de la formation dans les établissements. Donc, pour moi, c'est sans doute le signe le plus concret d'un accompagnement utile. Non pas simplement donner un avis, mais nous aider à franchir chacune des étapes pour faire grandir le projet. Et c'est probablement là que se situe l'un des enjeux majeurs pour la recherche paramédicale territoriale, faire en sorte que les expertises, certes, les expertises existent, mais surtout qu'elles soient accessibles, identifiables et activables par les professionnels de terrain. Voilà, et pour conclure, la bonne nouvelle de cette semaine, c'est que nous avons été retenus sur la première phase de sélection. Et l'objectif suivant, c'est de déposer le dossier complet de nos CIM sur Refresh début juillet. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la main à Christine Pentus. Je ne sais pas, vous avez des questions? Non. Oui. Bonjour tout le monde. Alors, je vais essayer de longtemps et surtout, j'ai vraiment un réseau très, très stable. Donc, j'espère que je vais donc pouvoir aller jusqu'au bout de ma présentation. Donc, moi, je suis Christine Pentus. Donc, je suis coordinatrice de la recherche paramédicale au CH de Carcassonne depuis le mois d'août passé. Donc, c'est vraiment Excusez-moi, Christine, je ne sais pas si je suis la seule, mais je crois que la voix est un peu hachée. Peut-être que si vous enlevez votre caméra, peut-être qu'on entendra mieux. Oui, moi, c'est le cas aussi. Je pense que si vous coupez la caméra, peut-être que le son sera plus... Il faut garder le son allumé par contre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que Allez-y, vous m'entendez mieux? Oui, ça a l'air, oui. Merci beaucoup. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Je me représente ou c'est bon? Donc, Christine Pentus, coordinatrice donc, de la recherche paramédicale au CH de Carcassonne. Voilà, moi, pour commencer, donc, pour la diapo suivante, je voulais présenter un petit peu la cellule de recherche de Carcassonne et pour rebondir sur ce que dit Muriel tout à l'heure, je crois qu'on a une chance extraordinaire au CH de Carcassonne, c'est qu'on a une forte volonté de la direction de déployer la recherche paramédicale. Donc ça, je crois que c'est un soutien essentiel. Donc depuis août 2025, quand même, on a eu un poste dédié uniquement à la recherche paramédicale. On a aussi la direction des soins qui nous appuie énormément et elle a inscrit à la fois la recherche et dans le projet de soins et dans le projet d'établissement. Donc, on est vraiment très soutenu et je crois qu'il est important que la légitimation de la recherche arrive par le haut. Parce qu'en arrivant par le haut, les équipes voient qu'on a ce soutien, voient que c'est sûrement important et franchement, nous, ça nous a beaucoup aidé. Je crois que si on a un signal en plus qui est assez fort aujourd'hui, c'est le dernier décret donc sur la profession infirmière avec l'apparition de la consultation infirmière où on voit quand même qu'on a un rôle pivot, les infirmières, à la fois dans la recherche, au niveau de la société, etc. Et je crois que ça, c'est quand même, ça participe à cette volonté institutionnelle. Voilà, je voulais donc vraiment préciser ça. Diapo suivante. Alors, notre démarche de recherche, très rapidement. Donc, août 2025, on a eu la création du poste donc, de coordinatrice de recherche paramédicale. Septembre, octobre 2025, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, comme a dit Muriel tout à l'heure. Je suis allée à la rencontre avec les arcs de tous les cadres supérieurs de santé, de tous les cadres de santé. On participe aux commissions pour donner vraiment pour qu'on nous voit, pour qu'on soit visible. On a commencé à partir de novembre 2025 aussi à communiquer sur les appels à projets. En février plus exactement, on a organisé un colloque de recherche paramédicale au niveau donc du CH qui a quand même eu un petit succès. Moi, je trouve, je suis assez fière de ça.
ça a participé aussi, je crois, au déploiement de la recherche, parce que du coup, il y avait des gens qui n'avaient pas du tout l'habitude de participer à ce genre de manifestations, qui sont venus et qui ont découvert aussi ce que c'était la recherche et qui ont pu comprendre qu'elle avait un côté très pratique en fait et qu'à la fois elle partait du terrain et elle servait le terrain. Et ça, je crois que ça a été essentiel parce que du coup, depuis, on étoffe un petit peu notre unité. Et là, on est en train de créer, on a une réunion prochainement, donc la commission de recherche paramédicale, où on est quand même, je trouve que c'est considérable, 11 personnes qui se sont portées volontaires pour y participer. Donc, voilà, donc je voulais vraiment dire que ce qui est important pour la démarche de recherche au niveau du CH, c'est d'être bien ancré dans le terrain et surtout que ce soit porté de manière collective avec tous les acteurs qui puissent participer donc à cette recherche. Et donc, nous avons le soutien depuis un an maintenant du CHU de Toulouse et nous avons engagé 4 projets. Voilà. Donc, si vous voulez passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, on a déposé donc Accord, qui est un projet qui porte sur la transition hôpital-domicile pour les patients de plus de 75 ans. C'est un projet qui est coporté avec les 5 CPTS du territoire de Carcassonne. Et alors moi je suis d'autant plus fière qu'en fait parce qu'il s'appuie sur des théories infirmières. Hein. Il s'appuie sur la théorie de la transition de Méliès et il s'appuie aussi sur une méthode de recherche de Sidani et Braden qui est une méthode de recherche des sciences infirmières. Donc je suis encore plus fière de ça. Et donc, on a été soutenu par rapport à ce projet par le Dr Chourik, qui a été complètement partie prenante. Et c'est vraiment un régal de travailler avec cet appui méthodologique donc, qui a été disponible grâce au CHU, parce que moi, j'ai vécu ça vraiment comme une collaboration. J'y ai pas vu du tout des histoires de hiérarchie, j'y ai vu une collaboration très sérieuse et soutenue pour arriver à ce que ce projet arrive à aboutisse. Donc, on a eu la LI qui a été acceptée. Nous venons de déposer le protocole il y a une semaine. Ensuite, on a déposé un PHRIP également sur la consultation infirmière. Donc, c'est l'étude SIAGIR qui a été soutenue cette fois-ci par le docteur Guillotin. Donc, ça porte sur la consultation infirmière et l'autogestion des diurétiques. Et là aussi, on s'est appuyé sur la théorie de l'autogestion de la maladie chronique. Et l'ALI a été acceptée. Nous venons de déposer le protocole également. Nous avons déposé un 3e projet qui s'appelle Sophrobar, avec là aussi donc toujours le soutien du CHU. Mais c'est vraiment un plaisir parce que du coup, on voit nos projets grandir et puis on dit ça va le faire, ça va le faire. C'est assez réconfortant, c'est très réconfortant et très soutenant. Et donc là, ce projet paramédical, il est sur donc la sophrologie préopératoire en chirurgie bariatrique. Nous avons déposé l'ALI, nous sommes en attente. Et enfin, on a déposé aussi dans le cadre des projets Refresh le projet Midineo, donc, qui est un observatoire des erreurs médicamenteuses en néonatologie et en pédiatrie, en partant de ce constat que bon nombre d'erreurs, en fait, n'étaient pas déclarées. Et donc, on voulait un petit peu observer quelles étaient ces erreurs qui n'étaient pas déclarées pour peut-être essayer de déployer de la formation, enfin, voir comment, effectivement, on pouvait répondre à cette problématique d'erreurs médicamenteuses en néonat. Donc là, pour le moment, on n'a pas eu le soutien du méthodologique puisqu'il doit venir ultérieurement. Et donc maintenant, puisque notre LI a été accepté, et donc nous aurons le soutien méthodologique maintenant. Donc ouais, je crois qu'on est assez fiers. On est assez fiers parce que finalement, 4 projets engagés, 4 projets soutenus par le CHU, enfin 3, dont 3 projets qui pour le moment ont passé le stade de la LI. Donc, on est assez content. En un an, je trouve qu'on a fait du bon boulot, à la fois au niveau des projets et au niveau du développement de la recherche sur le CH.
Voilà, donc j'ai essayé, donc au niveau, j'ai schématisé ici l'équipe et son organisation. Donc nous essentiellement, c'est effectivement Amandine qui va être notre interlocutrice privilégiée, mais on a toujours nos référentes qui sont très disponibles, Muriel, Gaëlle, hein, dès qu'on les sollicite, on a la réponse soit par mail, soit donc c'est très rassurant parce que des fois c'est des toutes petites questions qui sur le dépôt d'un projet va vous bloquer parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Ensuite, nos deux méthodologistes, hein, donc Jason Chourik, oulala, j'ai écorché son nom, et Dr Sophie Guillotin. Donc Jason qui nous accompagnait sur le projet Accord et Dr Guillotin sur le PHRIP et APIRE. Voilà, et donc je tiens aussi à dire qu'on travaille énormément avec les ARC, on travaille énormément en collaboration parce que je trouve que la recherche, ça peut être un exercice très solitaire et c'est difficile de se retrouver seul. Donc, d'échanger avec les arcs, ça nous fait aussi réfléchir, ça nous amène à porter des idées et le soutien du CHU, il est essentiel, très bien organisé, essentiel, et c'est aussi grâce à ça qu'on a réussi à pouvoir déposer tous ces projets en un an. Voilà. J'essaye de faire vite parce que je vois qu'il ne reste que 3 minutes. Donc, ici, j'ai essayé de faire un tableau. Qu'est-ce qui change sans le soutien et avec le soutien? Ce qui change dans le design de l'étude, sans le soutien du CHU, c'est une intuition clinique. On est dans des incertitudes pour certains types d'études. Tandis qu'avec le soutien du CHU, du coup, on argumente notre design, nos critères de jugement sont beaucoup plus définis, sont beaucoup plus fins, et on a un schéma de recherche qui va être beaucoup plus adapté aux contraintes du terrain, parce qu'en plus, ils ont l'habitude et ils connaissent les attentes. Sur le montage réglementaire, sans soutien du CHU, pour moi, c'est même si j'ai passé l'examen à des bonnes pratiques, c'est assez obscur. Bon, avec le soutien du CHU, on a un accompagnement pas à pas, on a une relecture des dossiers, merci Amandine, qui sauf souvent, c'est des petites bêtises, quoi, hein, qui font que le dossier pourrait ne pas passer sur des choses tellement infimes pour nous, parce qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Donc, ils permettent d'anticiper les exigences. Sur le budget, pareil, le budget, on a eu un soutien du CHU extraordinaire, parce que moi, personnellement, je vais monter un budget. Ça va, j'apprends petit à petit. Et enfin, sur la qualité des protocoles, puisqu'on a une relecture critique avant le dépôt, ce qui est quand même un gage de rigueur scientifique, à mon sens. Voilà. Voilà, donc, voilà, donc c'était ma petite conclusion, c'est tout ce que je viens de vous dire. Hein. Donc, une cellule de recherche paramédicale créée ex nihilo, 4 projets engagés, donc 3 qui sont donc aujourd'hui au stade du dépôt du protocole, un partenariat méthodologique très structuré avec le CHU de Toulouse, un portage fort et institutionnel très fort et la direction des soins également, et une dynamique collective qui commence vraiment à prendre racine. Voilà, 1 minute il reste. J'espère que je n'ai pas été ni trop rapide, ni trop longue. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre attention. Ah, j'ai cru qu'il n'y avait plus personne, j'ai eu peur. Non, merci. Merci beaucoup. Seule. Non, vous n'étiez pas toute seule. Nous étions toutes oui à boire vos paroles ainsi qu'à Delphine aussi. Merci beaucoup pour avoir mis en lumière ce qui est des fois invisible, hein, qu'on ne voit pas de la démarche de quelqu'un depuis l'idée de terrain. L'isolement que vous décrivez un peu, la dernière diapo, elle illustre vraiment beaucoup, je pense, la situation dans laquelle beaucoup de personnes doivent se trouver, d'avoir une idée et puis de ne pas savoir naviguer dans tout cet écosystème un petit peu obscur. Donc, merci à toutes les deux pour les présentations et puis voir votre enthousiasme aussi. Comment vous mettez en avant la nécessité d'une collaboration. Vraiment, j'ai adoré
l'ensemble de ce webinaire et des présentations. Jean, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Non, vraiment vous remercier pour ce travail, enfin tout ce que vous nous avez présenté, parce que c'est vraiment un travail impressionnant, ce que vous avez fait en 1 an. C'est assez incroyable hein, quand même, on peut être qu'admiratif. Et c'est pas une question de dire, enfin encore plus en CH entre guillemets, pas forcément, parce qu'on voit que vous avez, enfin bien sûr que si, parce qu'il y a tout ce que vous avez mis en place qui est incroyable, mais du coup, on en vient à se dire qu'une fois qu'on est dans les bonnes conditions, il n'y a même plus de distinction possible, voire enfin, c'est très impressionnant. Et félicitations à tous pour ce travail. Dans le chat, on a une question sur les ressources humaines et sur le temps dédié ou pas pour les paramédicaux afin de développer leur sujet de recherche. Alors, c'est quelque chose qu'on sait qui revient très régulièrement. C'est quoi la réponse peut-être d'H2O ou à l'échelle des CH en fonction? Du coup, juste à l'échelle H2O. Ah, ben voilà, très bien, Muriel. Christine, j'allais dire que nous, on n'impose rien comme fonctionnement là au niveau des CH, c'est leur politique à eux de voir comment ils soutiennent. Donc, je vais du coup juste passer la parole à Christine et à Delphine. Je pense que c'est quelque chose, c'est ça, moi, dont je parle énormément, en tout cas avec la direction des soins, parce que pour moi, on ne peut pas faire de la recherche sans temps dédié. Je crois qu'il y a on commence à avoir des professionnels de santé qui viennent nous voir, par exemple, le projet Soprobar, c'est une team, c'est une infirmière de bloc qui le porte, donc il faudra quand même trouver le moyen de lui donner du temps. C'est pas possible de le faire sur son temps personnel ou sur son temps de travail, mais ça, on a une direction qui est très à l'écoute de ça. Donc, je pense que ça pourra se faire. Moi, de mon côté, bon, je travaille en nuit, donc ça me permet de m'organiser un petit peu plus. Je tiens à souligner, à remercier ma direction qui essaye autant se faire se peut de le valoriser. Ça reste malgré tout assez compliqué parce que les situations économiques des CH de proximité restent quand même assez contraints encore aujourd'hui. Et donc, bon, mais on compte beaucoup sur un financement pour pouvoir dédier un temps particulier pour mener ce travail-là. Donc, pour l'instant, c'est une reconnaissance, mais informelle. Et pour le coup, Montauban joue le jeu. Ça reste un bon équilibre. Hein. Je n'ai pas à m'en plaindre. Et je les remercie parce que ça reste du coup soutenant parce que c'est quand même beaucoup de temps, d'investissement et de travail. Voilà. C'est une problématique qui pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière, ou pas tant un webinaire, mais plutôt des rencontres et des tables de réflexion. Voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça gomme pas quand même tout l'intérêt et l'enthousiasme que vous mettez chacun à vous engager dans cette aventure. Non, mais ça aide à la dynamique quand même quand on a une reconnaissance, parce que je sais que c'est compliqué pour eux, mais ça l'encourage, quoi. Voilà. C'est un petit plus. Enfin, un grand plus. Merci. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir conclure. Encore merci à tous pour votre présence, pour votre écoute, pour les présentations que vous avez faites. Le prochain webinaire, ce sera le 29 juin. Et ce sera un webinaire plus pédagogique, méthodologique, on va dire, sur lors de la participation à un congrès, de la soumission à la réalisation d'un poster, un petit peu les trucs et astuces pour pouvoir vous accompagner à valoriser vos projets de recherche, vos idées de recherche, les protocoles. Et peut-être juste avant qu'on se quitte, vous rappeler l'information du prochain colloque de recherche paramédicale à l'île de la Réunion au mois de novembre. On va vous diffuser très prochainement le programme détaillé. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci à tous.